Messieurs, dames, charmantes demoiselles, heureux de vous retrouver et on est de retour pour débriefer un peu les matchs de Ligue des Champions pour analyser l'éclatante victoire du Bayern Munich qui a explosé, littéralement explosé le Chelsea de Lampard et aussi le match du FC Barcelone face au Napoli ou si vous voulez du Napoli face au FC Barcelone qui s'est soldé par un match nul. Et malgré un match moribond, malgré un match où le FC Barcelone a été un peu stérile dans sa possession, on va caricaturer, on va dire que c'était un mauvais match, mais malgré tout, un bon résultat parce que tout simplement, vous arrivez à marquer un but à l'extérieur, ce qui n'est pas une messe à faire, ce qui n'est pas dérisoire du tout. Et quand on regarde le contenu du match, on se dit que le FC Barcelone s'en sort très bien parce que franchement, le Napoli peut se mordre les doigts car ils auraient bien pu ou dû gagner ce match. On se souvient de cette occasion de Callejon en deuxième période, ce face-à-face qu'il manque un peu inexplicablement face à Ter Stegen. On se rappelle aussi de cette frappe d'Insigne ou de Mertens, je ne me rappelle plus qui c'était. Sur 10 frappes, cette frappe normalement, 6 fois sur 10, elle doit finir au fond. La première période a été excellente, bonne discipline défensive. Ils étaient venus au Sao Paulo et ils avaient un plan de jeu qui était, on va dire, bien clair, bien précis. C'est-à-dire, on laisse le ballon volontairement au FC Barcelone, on se recroqueville, on reste dans nos derniers mètres, on resserre les lignes, on regroupe les lignes. Il y avait très peu d'espace entre les lignes, beaucoup de compensation. Ils étaient en bloc médian, au 4-5-1 qui parfois prenait la forme de 4-4-2 parce que tout simplement les milieux relayeurs qui étaient Zelensky et Fabien Ruiz sortaient souvent pour harceler le porteur du ballon côté FC Barcelone. Et disons que leur plan aussi, c'était de contre-attaquer pour faire des ravages, du jeu rapide, des passes rapides, pour tout de suite renverser, retrouver l'homme libre. C'était un peu ce bloc médian de Napoli était un peu différent de ce qu'on voyait ces dernières semaines pour les équipes qui jouaient le FC Barcelone, parce que ces dernières semaines, en Liga notamment, on voyait des équipes qui étaient en bloc haut, qui défendaient en 1 contre 1 sur tout le terrain pour empêcher les sorties de balles du FC Barcelone. Mais le Napoli a décidé de faire un bloc médian et souvent même un bloc très bas et obliger un peu l'FC Barcelone à jouer sur le côté parce qu'il y avait une bonne densité axiale, il y avait une bonne concentration axiale du côté du Napolitain, ce qui obligeait les Barcelonais à écarter sur le côté et c'était d'autant plus une bonne idée que les latéraux du FC Barcelone ne sont pas particulièrement précis, particulièrement létals dans leur centre. Semedo côté droit, c'est pas Trent Alexander-Arnold. Firpo côté gauche, c'est pas, il n'a pas le pied gauche de Robertson. Et quand on regarde aujourd'hui ce que fait Bukayo Saka par exemple à Arsenal, qui arrive à tenir le ballon, à aller fixer ses adversaires, à faire des différences en 1 contre 1 et à servir ses attaquants par des passes lumineuses qui vont finir au fond. Tu te dis, entre Firpo qui joue FC Barcelone, entre Firpo et Bukayo Saka, c'est qui joue FC Barcelone et l'autre à Arsenal, parce que franchement, Firpo, on l'a jamais vu faire des différences, que ce soit dans ses centres, que ce soit en 1 contre 1. Et le plus problématique dans ce match, c'est que moi j'ai vu en FC Barcelone des joueurs qui centraient sans conviction. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand tu centres, tu vises une zone, soit tu vises un jour. Et c'était des centres Inch'Allah time, quoi. Quand ça touche un récipiendaire parfait, si ça touche personne, tant pis. C'était simplement des centres à l'improviste comme ça, où on centrait sans conviction. Et franchement, on l'a vu en Napoli, qui a eu un petit moment de relâchement, un petit moment de déconcentration, parce que c'est impossible de tenir pendant 90 minutes, défendre pendant
90 minutes sans avoir un petit moment de relâchement. Et ce petit moment de relâchement a été fatal pour eux. Et il a été un peu provoqué par l'entrée d'Arthur Melo. Une fois qu'il est rentré, une fois qu'on a mis de la vitesse, une fois qu'on a tenté de trouver la solution à l'intérieur, en profondeur, avec Semeno, on a fait la différence. Au milieu de terrain, c'était particulièrement insuffisant. Busquets, il a été moyen plus même. Ses transversales n'ont pas abouti, ses diagonales aussi n'ont pas abouti. On a vu Vidal. Sur le côté droit, il n'a pas servi à grand chose à part sur le pressing sans ballon. Autant j'avais aimé le Vidal ailier gauche ce week-end face à Eibar parce qu'il a mené de la profondeur, il a mené beaucoup d'activités. Autant sur ce match, je ne voyais pas l'utilité de mettre Vidal sur le côté droit et en plus d'insister parce qu'il y avait une bonne gestion de la profondeur du côté du Napoli. Et donc à partir du moment où la profondeur n'existe plus, où c'est impossible de prendre la profondeur, Vidal il devient un peu, on va dire, inutile avec ballon parce que c'est pas lui qui va t'amener de la percussion, c'est pas lui qui va t'amener des dribbles. Et c'est là où on peut regretter l'absence d'Ansu Fati en début de match parce que lui au match, il t'amène cette explosivité, cette capacité à aller faire des différences en corner. Rakitic, il a été mauvais tout simplement. Moi, je ne veux pas faire une fixation sur Rakitic, mais le mec, tu le regardes jouer, tu as l'impression que il a pas clairement envie. Et même son langage corporel aussi, aujourd'hui, laisse à désirer parce que au milieu de terrain aujourd'hui, tout ce qui fait la différence entre un bon milieu de terrain et un excellent milieu de terrain, c'est l'orientation du corps, l'orientation corporelle. Et aujourd'hui, il a une orientation corporelle, un langage corporel qui est mauvais pour un milieu de terrain. Du coup, il fait souvent des passes latérales, des passes en arrière parce que simplement son orientation corporelle n'est pas bon quand il reçoit les ballons et il n'apporte aucune plus-value dans le jeu du FC Barcelone. Griezmann, 6 ballons touchés simplement sur la première période, c'était très peu. On a vu aussi un Messi très peu inspiré en Ligue des Champions. Quand Messi est très peu inspiré, ça passe très rarement. Et même j'ai envie de dire que ça passe jamais quoi. Et on en revient sur un simple fait, c'est-à-dire que le FC Barcelone à l'extérieur en Ligue des Champions, c'est pas loin du cataclysme, c'est pas loin du catastrophisme. Maintenant, le match retour sera au Camp Nou. Le FC Barcelone au Camp Nou, c'est une autre équipe, c'est une équipe vraiment intraitable. Allez, sans transition maintenant, le match de Chelsea face au Bayern. Chelsea qui a subi une leçon de football face à ce Bayern qui a été tout simplement époustouflant avec un homme qui a éclaboussé de son talent le match, c'est-à-dire Serge Gnabry qui a été vraiment exceptionnel, rayonnant, époustouflant. Alors Serge Gnabry, moi ce qui me plaît le plus dans son jeu maintenant, c'est cette reconversion, c'est-à-dire que c'est devenu maintenant un joueur qui est très intelligent parce qu'avant c'était un joueur qui allait simplement vite, qui avait une vitesse supersonique et qui ne jouait pas forcément avec les autres. Mais maintenant c'est un joueur qui est super intelligent, qui sait combiner quand il faut le faire, qui sait accélérer quand il faut le faire, qui sait jouer en 1-2, chercher les remises quand c'est opportun. Et on le voit nettement sur ces deux buts. Le Serge Gnabry, l'autre version de Serge Gnabry, il aurait cherché à faire la différence en solo, c'est-à-dire dans une carte un peu plus solide, mais il a cherché l'appui intelligemment sur Lewandowski et allait se placer dans la surface de réparation et au bon moment, au bon endroit pour concrétiser. Non mais franchement, il a été époustouflant et cette saison, il fait une saison remarquable, que ce soit avec le Bayern, que ce soit avec la sélection allemande. C'est vraiment un atout indispensable du côté du Bayern Munich et un autre atout indispensable du côté du Bayern Munich qui a fait 2 passes décisives en but, c'est Robert Lewandowski.
franchement, il est stratosphérique cette saison encore. Moi, franchement, je ne comprends pas pourquoi quand on fait les 11 du prix IFA, bah, il y est très rarement. Je ne comprends pas pourquoi quand on fait les 11 du prix de baisse, il y est que très rarement. Je ne comprends pas pourquoi quand on donne le ballon d'or, il est très rarement dans les 5. Et pourtant, le mec, tout ce qu'il y a à faire sur le terrain, il te le fait. Tu veux des buts, il te le donne. Tu veux des passes, en veux-tu, en voilà. C'est un attaquant moderne qui a une palette extrêmement complète, qui est extrêmement lucide devant les buts, qui se crée énormément de sens de but dans un match de football. Et franchement, aujourd'hui, on va pas dire que c'est le meilleur attaquant du monde, mais il n'est pas quand même loin. Et franchement, si vous me demandez mon avis, bah, je le mets tout de suite comme le meilleur attaquant du monde, parce qu'il est simplement supersonique, il est létal, il est clinique, en plus balle au pied, il fait tout ce qu'il y a à faire. C'est vraiment c'est une chance énorme de le voir évoluer toutes les semaines, et une chance énorme de voir évoluer toutes les semaines un jour. Bah, on file tout de suite du côté d'un jeune de 19 ans, Alphonso Davies. On parlait tout de suite de Firpo qui n'arrive pas à faire des différences sur son côté gauche. Alphonso Davies, c'est un régal de le suivre toutes les semaines, parce que lui, à lui tout seul, il te débloque des situations, à lui tout seul, il te fait sauter des verrous. Regardez sur le troisième but, la course hallucinante qu'il fait, il y a absolument tout. Il y a la vitesse, il y a la puissance, il a une capacité athlétique, ce gamin. Il y a un obstacle qui est devant lui en un moment, et il le saute merveilleusement bien. Et franchement, après, il a la lucidité d'être dans la surface de réparation, de lever la tête et de faire une passe qui est juste magnifique. Franchement, Alphonso Davies, c'est une pépite, c'est un vrai produit qu'il faudra suivre, et qui est en train de faire des merveilles cette saison du côté du Bayern Munich. Le Bayern Munich, cette saison en Ligue des Champions, c'est vraiment une équipe qui est monstrueuse, qui marque énormément de buts et qui encaisse peu de buts. On va dire qu'ils ont fait un très grand pas dans la qualification avec ce 3-0 là. Après, de l'autre côté, du côté de Chelsea, bah, c'est un peu leur défense qui les a aussi un peu plombés. On a vu Azpilicueta être sur les fesses sur le premier but de Gnabry. Sur le deuxième but aussi, il est un peu fautif, en vue des erreurs de placement, des erreurs d'alignement, une naïveté défensive qui a été vraiment stupéfiante, et surtout offensivement, ils n'ont pas réussi à produire quelque chose. Ah bah, que quand tu es inefficace défensivement et que tu es inefficace offensivement, dans la Ligue des Champions, tu peux très rarement aspirer à quelque chose, et on voit très clairement que cette équipe n'est pas prête pour cette compétition, parce qu'elle est un peu trop tendre. Allez, c'était un peu tout pour le débrief de cette journée de Ligue des Champions, les matchs du mardi. On se retrouve pour débriefer les matchs de mercredi, parce qu'il y a de quoi débriefer, il y aura de quoi analyser, très franchement. Allez, abonnez-vous, likez et continuez à nous donner de la force. Football plaisir, c'est ici que ça se passe.